Merci tout d'abord Pierre-Yves de nous inviter. Merci à tous les généralistes qui m'ont donné leur tuyau, à qui j'ai demandé qu'est-ce que tu veux que je dise, qu'est-ce que tu dirais. Merci à l'équipe de Palliative Genève, merci à Sophie Potex du service de soins palliatifs, puisque j'ai un peu essayé de pomper les idées des différents intervenants. On m'a parlé de trio gagnant, le généraliste, l'oncologue, le spécialiste en soins palliatifs. Je pense que trio est très réducteur parce que dans ces soins-là, il ne s'agit pas d'être 3, mais on est souvent 7, 8 intervenants et j'aimerais intégrer là, en tout premier lieu, bien sûr, le patient qui va être au centre, mais aussi tous les autres intervenants, que ce soit bien sûr les infirmières, les aides infirmières, les pharmaciens, les physiothérapeutes. Et je crois qu'on est souvent une grande équipe pour ces situations. Et je crois que le trio ne suffirait pas, mais j'aurais dû mettre bien plus de monde. Mais le titre m'a été imposé, donc voilà. Je commencerai donc par parler un peu des données de ce que j'ai pu trouver dans la littérature en me centrant quand même plus sur les patients qui ont un cancer sévère, avancé, incurable, puisque c'est quand même là où, probablement déjà par défaut, on pense plus aux soins palliatifs dans ces cas-là, alors qu'on devrait probablement penser aux soins palliatifs de soutien et de support dans tout cas de cas oncologiques, peut-être même dans les autres cas de maladies sévères ou chroniques. Mais je dirais que c'est quand même dans les cas de cancer sévère que nous pensons à cette collaboration oncologue, généralistes, soins palliatifs, puisque quand tout se passe bien, même si les généralistes sont hors de la course, ça se passe quand même souvent très bien, mais c'est quand ça se passe mal que cette collaboration est tellement importante. Et puis, je vous parlerai dans un deuxième temps d'un projet de collaboration qu'on est en train de mettre sur pied avec un projet de recherche dans une phase pilote d'abord, et puis qu'on espère, grâce à vous, pouvoir étendre à une plus large mesure. Je commencerai donc par d'abord une de mes patientes que j'ai suivie il y a 2-3 ans, qui était atteinte d'un myélome multiple sévère par son oncologue. Je ne la voyais que très peu, 1 à 2 fois par année pour des infections banales ou un check-up parce qu'elle avait une petite hypertension, mais je la voyais très peu. Elle était très très bien suivie par son oncologue. Et tout d'un coup, le 20 mars, l'oncologue m'appelle et me dit « Je ne peux plus rien faire, j'ai fait toutes les dernières chimiothérapies et les derniers essais de traitement de recours, rien ne marche. Je l'ai transfusée encore une dernière fois, je lui ai passé des plaquettes parce qu'elle a 7000 plaquettes, elle a une anémie à 6. Mais j'ai décidé, j'ai parlé avec elle, on ne fera plus rien et je te laisse prendre en charge la suite. » C'était quelques jours avant Pâques. Je vous assure que, et pour moi et pour la patiente, c'était un gros stress. Et quand j'ai rencontré la patiente et son époux, alors loin de moi d'accuser l'oncologue, je ne suis pas du tout là pour dire il nous a abandonnés. Je pense que il y a eu probablement un sentiment d'abandon de cette patiente par rapport au stade de sa maladie, de se rendre compte qu'il n'y avait plus rien à faire, mais aussi de moi, en tant que médecin traitant, de tout d'un coup arriver là, dans une fin de vie que je n'avais pas vue arriver parce que je n'avais pas eu de nouvelles et que je devais organiser d'une façon un peu hâtive et bricolée, puisque j'avais aussi des vacances prévues. Et donc, on a mis tout ça en place grâce à une magnifique collaboration avec une équipe de soins palliatifs à domicile et on a pu accompagner cette patiente à domicile. Néanmoins, ça m'a fait beaucoup questionner depuis ce jour-là. Qu'est-ce qu'on a fait faux? Qu'est-ce qu'on devrait faire différemment? Et j'aimerais bien que tout au long de cette discussion, chacun de vous, que vous soyez patient, infirmière, généraliste ou oncologue ou autre profession, pharmacien, que vous réfléchissiez, qu'est-ce que moi je peux amener à l'édifice pour que cette collaboration se passe mieux et que le patient sorte gagnant, parce que je crois plutôt que le trio, c'est le patient qui devrait sortir gagnant. Donc là, je vais vous sortir un peu des éléments de la littérature que j'ai pu trouver et qui sont, je trouve, très, très parlants. Il y a à Genève environ 1000 décès de cancer dus au cancer et dans la plus grande majorité des cas, c'est le généraliste qui pose le diagnostic. Quand on regarde les évolutions, le généraliste envoie son patient, donc j'envoie, moi, bien sûr, dans tous les cas, mon patient vers un oncologue qui doit nous donner son avis de spécialiste pour savoir qu'est-ce qu'on va faire ou ne pas faire. Et malheureusement, dans certains cas, le cancer évolue mal et souvent, je dois dire que au début de ma pratique, peut-être aussi par défaut de bonne connaissance du réseau, je me retrouvais face à des situations où j'apprenais que le patient était hospitalisé, est décédé aux soins intensifs ou est décédé un peu en catastrophe en arrivant aux urgences. Voilà, ou alors il m'est réadressé comme cette patiente un peu en dernier recours et pas en premier recours, et je me retrouvais à être plutôt le médecin de dernier recours. Donc,
la littérature, vraiment par différents articles que j'ai pu sortir, ressortent à quel point cette transition est souvent vécue comme une rupture pour les patients et pour les généralistes, et d'ailleurs pour les oncologues, qui se retrouvent souvent très seuls et qui, tout d'un coup, doivent lâcher leurs patients et n'en entendent plus parler. J'ai en ce moment une patiente qui est en train de décéder au CESCO, et je sais que l'oncologue est un peu hors course maintenant, il n'a plus de lien, et c'est aussi une rupture pour la patiente de ne plus voir cet oncologue qui l'a accompagnée tout au long de ces années. Ce qu'on sait bien sûr, du point de vue des soins palliatifs, c'est que plus on introduit tôt une prise en charge palliative, quand je dis palliative, ce n'est pas les 3 derniers jours de la vie avec de la morphine et puis assurer des soins de confort pour la mort, c'est vraiment tous les besoins quand on est atteint d'une maladie grave, physique, psychique, psychosociaux, qu'on doive aussi s'occuper de l'épouse, des enfants, qu'on doive définir avec ce patient qu'est-ce qu'on va faire si ça va moins bien, qu'est-ce qu'il veut vraiment comme lieu de vie, de décès, etc. Et quand on le fait précocement, les soins palliatifs montrent, et ça vous l'avez tous déjà lu et entendu, qu'on va améliorer la qualité de vie, on va diminuer le taux d'anxiété, de dépression, et au fond tout se passe bien parce que pour tout le monde c'est mieux. Le patient s'y retrouve mieux, l'entourage s'y retrouve mieux, le médecin et l'oncologue s'y retrouvent mieux, et étonnamment en fait, parfois, ça coûte moins cher. Quand vous regardez cette magnifique étude qui date déjà de 2010, qui a été publiée dans New England, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'était pour comparer 2 groupes de patients qui étaient atteints d'un cancer à petites cellules, et ils ont montré qu'en introduisant simplement précocement une infirmière de soins palliatifs qui suivait ces patients, qu'est-ce qu'on a pu voir? Je vous montre ici la courbe. En fait, étonnamment, rien que l'ajout d'une infirmière en soins palliatifs, vous rajoutez à peu près 3 mois de vie, vous diminuez les coûts, et ceci avec une qualité de vie meilleure, une réduction des traitements agressifs et une réduction de la dépression. Donc pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à faire ça? C'est vraiment ça qui m'a interrogée. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'en demandant aux patients comment ça se passait, comment eux vivaient la situation, on s'est rendu compte qu'ils se plaignent que les soins palliatifs ou de support ne soient introduits souvent que pour la dernière phase finale, que les médecins généralistes sont très peu inclus dans le suivi et qu'au fond, les médecins, quand ça se passe bien, les médecins généralistes ont un rôle très très important pour ces différents points de mise en place de soins de support et de soutien. Et c'est là où on a commencé à réfléchir avec aussi l'équipe des soins palliatifs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. Quand vous regardez aussi les chiffres de la Suisse, 80% des patients, des personnes, c'est même pas des patients, souhaitent décéder à domicile. Et malheureusement, il n'y a que 20% à peu près qui décèdent à domicile. Le 80% meurent en hôpital ou en institution. Et la même chose au niveau européen. Et ce qu'ils ont souvent montré aussi, c'est que les patients qui avaient pu décéder à domicile et être suivis par leur généraliste dénonçaient en fait le cas d'être hospitalisé et de mourir à l'hôpital et montrent que la satisfaction autant du patient que de l'entourage que de tous les soignants est bien bien supérieure quand ça se passe à la maison entouré par une équipe qui se connaît ou en tout cas un soignant qui nous connaît. Encore une dernière diapositive très suisse. En Suisse, donc moins d'un tiers des patients qui sont atteints d'un cancer sévère ont rempli les directives anticipées. C'est une étude à laquelle Sophie a participé, Sophie Potex, et je trouve ça quand même assez incroyable que malgré qu'on sache que ce patient est atteint d'une maladie grave, on n'arrive pas à l'aider à remplir, à définir son choix et à l'entendre sur son choix. Et une étude récemment qui a été faite par nos collègues bâlois a montré que la raison qui fait qu'on n'ose pas ou qu'on ne le fait pas est que souvent on ne se sent pas assez formé. Quand le pronostic est mauvais, on estime que c'est un mauvais rôle, que c'est difficile de parler avec ces patients de comment est-ce qu'ils aimeraient que ça se passe. On préfère laisser faire l'oncologue et espérer que ça passe, mais malheureusement ça passe ou ça casse. Et on a de la peine à aborder, on se sent peu confiant. Il n'y a que 16% qui se sentaient confiants pour parler des aspects culturels ou spirituels. Donc il y a très peu parmi nous qui sommes formés, on a été peu formés pour faire ça. Donc le bilan de toute cette littérature que j'aimerais souligner, c'est qu'à quel point je pense que, et comme je vous disais, je pense que plus que le trio, je pense qu'on devrait être plus nombreux sur cette diapositive, l'équipe de thérapeutes et de professionnels de la santé qui tournent autour de ce patient doit vraiment, vraiment mieux collaborer
pour que nous puissions à la fois mieux soigner les douleurs, les nausées, mais aussi les angoisses, les dépressions, que nous puissions mieux l'aider à définir ses préférences et ses choix, que nous puissions introduire... Alors, soins palliatifs, ça va faire peur à tout le monde. On peut les appeler soins palliatifs et de support, par exemple. Il y a de plus en plus d'unités palliatives qui associent ce double nom pour moins faire peur. Et puis, d'oser aborder avec nos patients, qu'est-ce que vous voulez si cela se passait mal? Où est-ce que vous souhaiteriez que, éventuellement, quand les derniers jours arrivent, vous voudriez que ça se passe où? Et voir aussi quel est le besoin de l'entourage, voir éventuellement les besoins d'aide psychosociale, d'aide pour les choses très banales et courantes à la maison, mais aussi au niveau religieux, est-ce qu'il y a des besoins qui n'ont pas été remplis, des bilans à faire. Donc c'est là où je pense que le généraliste a en tout cas toute sa place. Donc on voit que ce qui est central à tout ça, à ce trio, c'est la communication. C'est toujours là que ça pêche. Et peut-être que ce que je vous demanderais maintenant de faire juste 2-3 minutes, c'est de vous tourner vers 2-3 de vos voisins, de leur dire si vous êtes... Peut-être lever la main, non je ne vois pas ce qui se passe en haut, mais vous allez faire la même chose. Levez la main ceux qui sont oncologues, et ceux autour de vous, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Voilà, il y en a très peu. Hein. Mais alors regardez autour de vous, si vous voyez des oncologues, à essayer de les choper pour lui parler un petit peu. Si vous êtes ceux qui sont généralistes, levez la main. Regardez autour de vous, voilà, où est-ce qu'il y en a. Ceux qui sont patients, levez la main. Quelques-uns. Ceux qui sont infirmiers, infirmières, aides-soignants, il y a toute une équipe. Les pharmaciens, voilà. Les physiothérapeutes peut-être? Non, pas aujourd'hui. D'autres professions? Je vous laisse vous exprimer. Oui, c'est quoi? Pardon, bien sûr, les soins palliatifs. Ah, cardiologue. D'accord. Alors, tournez-vous peut-être vers 2-3 de vos voisins et essayez de définir 2 choses. Peut-être d'échanger quels seraient vos besoins pour mieux prendre en charge les patients que vous suivez. Quels seraient vos besoins en échange, communication avec vos partenaires? Et quelles suggestions, en vous écoutant les besoins des uns des autres, vous auriez pour améliorer cette communication? Voilà, je vous laisse juste 2-3 minutes pour réfléchir. Voilà, merci. Alors, j'aimerais entendre quelques suggestions. Peut-être, vous voyez que c'est là où ça se passe. Hein, c'est ce que je disais à Pierre-Yves, c'est là maintenant que quand on a envie de réfléchir, qu'est-ce que moi je peux faire, c'est peut-être là où aujourd'hui il se passera quelque chose. Peut-être, si quelqu'un veut juste 2-3 idées de qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer cette collaboration. Chacun, parlons pour nous, pas ce que l'autre devrait faire, mais peut-être chacun... Si voilà, chacun pour sa profession peut s'exprimer, vous dites peut-être juste en tant que quoi vous vous exprimez, puis peut-être juste quelques idées que nous puissions entendre. Je vous écoute. Oui, Mirella. C'est ce qu'on disait là avec les collègues. On disait que peut-être dans oncologues, généralistes et autres équipes thérapeutiques, que souvent, comme tu l'as très bien décrit, on pose le diagnostic, nous généralistes, ils vont chez l'oncologue, on ne les voit plus, donc il n'y a plus de lien du tout. Ça va mal, ils reviennent chez nous, tout le monde est affolé. Et peut-être qu'il y a des consultations où l'oncologue, il y a des consultations importantes, puis il y a des consultations moins importantes, et se partager là les soins, pour bien sûr les trucs non spécifiques oncologiques, certains contrôles, prise de sang, se fasse chez le généraliste, avec bien sûr des courriers, etc., qui suivent bien, pour ensuite tirer à la même corde avec toute l'équipe, mais qu'on tire tous à la même corde. Merci. Et ça, on ne le vit pas du tout. Donc, voilà, donc de continuer un suivi pendant le suivi spécialiste oncologique, qui nécessiterait une coordination, bien sûr, avec l'équipe spécialisée et le reste de l'équipe soignante. Oui. En tant que médecin DMS dans le canton d'à côté, les relations par mail avec les oncologues du CHUV fonctionnent très bien, en se partageant la tâche, qui fait l'examen, qui fait le labo, et la communication des examens. Et ça peut fonctionner très bien, mais c'est un peu personne dépendant. Voilà, donc le mail, si les gens se connaissent, peut bien fonctionner. D'autres suggestions?
Oui, alors moi je suis assistant social, je suis un peu à part, mais je trouve intéressant cette notion de décloisonner et puis aussi d'ouvrir au réseau aussi plus large. Nous, on est sollicité par des collaborateurs d'entreprise qui viennent nous trouver parce qu'ils ont appris qu'ils avaient un cancer ou bien qu'ils sont en arrêt de travail. Et puis d'avoir ce travail de réseau, c'est extrêmement important de savoir que, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde tire à la même corde et on va dans la même direction, on sait où on va. Et en fait, il y a pas mal d'employeurs qui sont prêts à accompagner leurs collaborateurs, à aller dans cette direction. Puis nous, on essaie de coordonner tout ça. Les contacts avec les médecins sont se passent des fois très bien et des fois c'est difficile. Il y a le secret médical. On doit leur demander de nous signer des procurations pour pouvoir échanger. Mais les réunions de réseau, elles prennent des fois une demi-heure, mais c'est vraiment un temps gagné énorme pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les suggestions parce que je pense que vous en avez tous et on va les garder chacun pour nous dans notre réseau. L'idée étant vraiment de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça s'améliore? Et puis j'avais noté quelques idées qu'après chaque consultation, même si je le vois pour un rhume, tenir au courant l'oncologue et lui demander en l'occurrence le retour. Et effectivement, selon personne dépendant, je trouve que ça marche. Plus on crée des réseaux, plus on s'y met nous-mêmes, plus on a des fruits, on peut tirer des bonnes expériences. Donc, suite à ça, nous avons développé un projet pilote qui va commencer prochainement. Et pour ceux qui sont généralistes dans la salle, on va vous contacter par mail. Et je serai ravie si certains d'entre vous pourront collaborer avec Christopher qui est derrière et qui va gérer le projet, puisque nous allons comparer dans une étude pilote, simplement pour voir la faisabilité, justement, un traitement standard où comme Mirella le disait, on perd le patient et il part dans les soins spécialisés puis on ne sait plus ce qui se passe, avec un suivi très régulier toutes les 4 à 6 semaines où le généraliste va continuer à voir son patient, va avoir une sorte de menu dépliant de choses qu'il peut faire, il n'y aura pas d'obligation, il va bénéficier de 2 formations d'une demi-journée pour essayer d'aborder les points importants à aborder avec ces patients qui ont des problèmes lourds, soit d'effets secondaires, soit de conflits avec l'époux, l'épouse ou de charges que ça impose pour l'entourage, soit simplement de réflexion autour des directives anticipées et de la mort peut-être. Et donc on aura 2 demi-journées de formation là autour. Et puis dans ce suivi, on va bien sûr favoriser le contact avec l'oncologue, la gestion des symptômes, la définition des besoins de l'entourage, comme je viens de le dire, et puis de bien sûr, très précocement, si possible, introduire quelqu'un d'une équipe de soins palliatifs spécialisés, que ce soit le médecin lui-même s'il a l'habitude d'en faire, soit quelqu'un de Palliatifs Genève, soit quelqu'un de l'équipe mobile de soins palliatifs. Et comme ça, on va essayer de former vraiment, comme vous le disiez, un réseau, et je n'exclus pas les assistants sociaux, les infirmières, les pharmaciens, pour qu'on crée vraiment un réseau solide. Donc les 2 demi-journées de formation vont beaucoup être axés sur de la communication avec des simulations avec des patients simulés qui viendront jouer et le projet de recherche s'appellera plan B, l'idée étant que nous avons souvent de la peine à aborder le plan B. Le plan A étant le soin spécialisé, on vous envoie chez l'oncologue et on espère que ça se passe bien, mais de peindre le diable au mur en disant « et qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal ?» est toujours difficile pour nous. Donc l'idée, c'est de dire « voilà le plan A, vous allez suivre le soin spécialisé chez l'oncologue et d'expérience, nous savons qu'il est néanmoins très important, et je ne dis pas que ça va mal se passer, mais qu'à un moment ou un autre, vous vous sentiez libre d'aborder avec moi les points de qu'est-ce qu'on fait si le plan A ne convient plus? Qu'est-ce qu'on fait? À quel prix est-ce que le plan A vaut la peine? Jusqu'où est-ce que vous êtes d'accord pour ce plan B, pour le plan A, pardon, et à quel moment est-ce que nous devons envisager un plan B et de peut-être l'anticiper? Et qu'est-ce qu'on fait le week-end si vous allez moins bien? Et qu'est-ce qu'on fait si vraiment la situation se dégrade? Bien sûr qu'on ne va pas le faire lorsqu'on annonce le diagnostic, on est d'accord, mais au fur et à mesure du suivi, si on peut suivre les patients régulièrement, nous allons être les partenaires de soins de toute l'équipe thérapeutique avec l'oncologue avec qui il s'agira de communiquer pour quand même être plus au clair de qu'est-ce que le patient veut, et peut-être éviter ces traitements de dernier recours où souvent les patients nous disent « si j'avais su, j'aurais pas dû faire ces 3 derniers mois de traitement, finalement j'ai eu que des effets secondaires ». Alors c'est toujours plus facile après qu'avant, je ne dis pas qu'on va tout éviter, mais je pense que le but étant vraiment de mieux privilégier la volonté du patient, qu'est-ce qu'il veut, et comment pouvons-nous en tant que généralistes continuer à être partenaires de cette équipe thérapeutique pour aider le patient qui doit rester au centre à vraiment atteindre sa volonté. Et vous l'avez vu, peut-être même vivre plus longtemps avec moins de coûts. Donc c'est une des solutions pour M. Fay. Peut-être coûter moins cher en vivant plus longtemps avec une meilleure qualité. Voilà, donc avec tout ça, idéalement, pendant tout le suivi, je souhaiterais que pour cette patiente
que je suivrai à partir d'aujourd'hui, je pourrai garder un contact régulier avec l'oncologue et moi-même et l'équipe des soins palliatifs précoces, avec les infirmières, avec le pharmacien, avec la physiothérapeute, pour que sa fin de vie soit moins vécue comme une rupture. Et donc, en conclusion, la meilleure collaboration qui passe par une bonne communication entre toute cette équipe, je pense, va, j'espère, assurer une meilleure qualité de suivi. Et on aura un trio ou une grande équipe gagnante. Et le patient gagnant surtout à la fin. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci pour cette ouverture vers indiscutablement un partenariat qui doit se refaire, parce qu'il s'est probablement un peu perdu aussi au cours des décennies. Et l'évolution des choses fait qu'il doit clairement se refaire et il faut le reconstruire. Y a-t-il des questions, des commentaires, des suggestions ? Alors bonjour, en fait c'était par rapport justement aux suggestions que vous nous aviez proposé donc d'en proposer. C'était en fait par rapport à donc, comment avoir une meilleure collaboration, une meilleure communication entre les différents prestataires de soins. En fait, il y a déjà une solution qui nous est déjà offerte, c'était en fait d'en profiter. C'était justement le dossier électronique du patient. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est en fait qui a été mis en vigueur cette année. Donc la loi sur le dossier électronique du patient qui a été mis en vigueur cette année et puis dont mon dossier médical en fait partie et qui pourrait en fait justement augmenter la collaboration et la communication entre les différents prestataires de soins, dont pharmaciens, médecins, spécialistes et donc tous ceux qui pourraient au préalable donc s'inscrire à mon dossier médical et donc favoriser une meilleure collaboration, une meilleure communication et donc une meilleure efficience et qualité des soins. Donc, merci. Donc bien sûr que tous les supports qui nous permettront de circuler l'information vont être essentiels. Le tout va être d'adapter cela selon les réseaux et selon les personnes qui sont familiers avec ces supports. Mais je pense que bien sûr tous les outils informatiques ou non informatiques, ou simple téléphone ou fax encore pour ceux qui tiennent beaucoup comme moi en tant que généraliste, je pense que tous les outils seront bons à prendre. Ça sera celui qui sera le plus facile entre les réseaux. Mais bien sûr que ça sera très important d'utiliser aussi ces outils-là. Oui, pour aller dans le même sens que la question qui a été posée tout à l'heure, je ne voudrais pas vexer les oncologues ni les mettre au chômage, mais est-ce que vous pensez que moi, généraliste, dans 20 ans, bon, je serai mort, mais enfin, ceux qui continueront, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être dans 20 ans, j'aurai plus besoin des oncologues et qu'avec le numérique, avec le big data, l'intelligence artificielle, toutes les questions que je me poserai sur mon patient, les traitements à adopter, seront dans mon ordinateur et puis j'aurai mon rôle, mon vrai rôle de médecin, c'est-à-dire mon rôle de relation avec le patient. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre. Moi, j'ai envie de dire que je vais juste répondre quand même comme généraliste, parce que moi, dans les 10 ans qui viennent, je dois encore être là. Quand je vois la multitude des traitements qui explosent et le peu que j'y comprends, honnêtement, j'aurais peur de devoir assumer tout ça. Et à l'inverse, j'ai l'impression que les oncologues ont tellement de travail avec ces molécules qui permettent des meilleurs succès, ont tellement un collectif de patients qui a augmenté, qu'on ne va pas pouvoir faire avec cette multimorbidité, cette patientèle qui va devenir de plus en plus vieille, de plus en plus longtemps, de plus en plus malade. Je crois qu'on aura vraiment besoin de travailler la main dans la main parce que c'est une explosion de travail pour tout le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils ne pourront pas suivre, dans ma vision des choses, ils ne pourront pas suivre tous ces patients qui vont bien évoluer et qui sont dans leurs mains et qui veulent vraiment nous redonner en tant que généralistes. Et nous, en tant que généralistes, j'aimerais pas me dominer avec toutes ces molécules et ces traitements personnalisés. Mais ça, c'est personnel. Je me permets de répondre parce que j'aime bien les challenges. Vous avez peut-être raison, mais plus tard. Et je pense qu'il faudra sauter quelques générations. Actuellement, ça ne va peut-être pas vous rassurer, mais en oncologie, on ne domine plus rien. Tellement ça va vite et tellement c'est dense. Et en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est justement de réunir les compétences
intra-oncologique, parce que ça devient un domaine qui finalement est comme la médecine interne avant, avec des sous-spécialités, et puis toutes les autres compétences qu'on n'a pas, dont on a besoin, qui sont de la génétique, la pathologie, la bioinformatique, l'informatique tout court, etc. Et finalement, nos prises de décision aujourd'hui nécessitent une très très bonne cohérence et une bonne coordination de toutes ces compétences. Donc on est à des années-lumière, malheureusement, mais des années-lumière, vu la vitesse à laquelle ça va, c'est peut-être effectivement dans 20 ou 30 ans. Et c'est pour ça que je ne dis pas forcément que vous avez tort, mais en tout cas pas comme ça qu'on peut le voir maintenant. Actuellement, on est plutôt dans une complexification qui nécessite la coordination de différentes expertises, et en particulier celles que nous n'avons pas. Par contre, je pense qu'il y a une urgence, vu la durée de vie des patients cancéreux, il y a vraiment une urgence de refaire ce lien avec le généraliste, de le mettre dans l'équipe, parce que finalement, toute la problématique internistique, quelque part, je vais être un peu brutal, mais un patient cancéreux, il y a 30 ans, on s'en fichait de son hypertension, de son diabète, d'une prévention secondaire, primaire, tertiaire, comme vous voulez, parce que le problème était réglé. Je suis désolé d'être un peu brutal. Maintenant, l'importance aussi du généraliste, c'est qu'il doit être réimpliqué dans une surveillance du patient avec une espérance de vie de 5, 10, 15, 20 ans. Et ça, l'oncologue ne va pas pouvoir le faire. Ça, c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir le faire. D'abord parce qu'il n'a plus vraiment la compétence, même si on est vraiment des internistes au départ, mais surtout tout simplement parce que il y a trop. Il y a trop. Donc ce partenariat, il est vraiment nécessaire à refaire, en particulier avec cette prolongation de la vie des patients cancéreux. Bonjour, alors donc je suis oncologue dans l'équipe du professeur Dietrich et je pense que j'apprécie beaucoup votre présentation parce que je pense qu'il y a un réel besoin pour nos patients et c'est une demande qui revient régulièrement. Et de notre part aussi, donc je pense qu'on a beaucoup à améliorer pour introduire la relation avec le généraliste, enfin la garder et la relation avec les soins palliatifs et qu'on doit le faire en amont. Ça c'est notre rôle en tant qu'oncologue aussi et pas que donner des traitements. Par contre, vraiment, je pense que cette continuité, elle est importante, elle est primordiale. Et j'ai été un peu surprise que vous appeliez votre étude pilote plan B. Parce que pour moi, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Il y a un plan de traitement et avec différents chemins qui peuvent être pris par la suite. C'était la petite remarque en plus à faire. Voilà. Alors, je vous rejoins totalement sur le principe, c'est juste que plan B, ça parle souvent à beaucoup de personnes. Quand au début, on le faisait un peu comme blague, et en fait, la plupart des gens disaient « je vois tout à fait ce que tu veux dire ». On n'arrive pas à parler du plan B dans l'idée que le plan A est quand même... je pense que nous sommes très humains tous, et face à des patients qui sont atteints d'une maladie incurable, il est très difficile d'aborder les choses qui ne vont pas bien. Et qu'on a envie de se convaincre que ça va aller bien et qu'on envoie le patient chez l'oncologue avec quand même un immense espoir que tout va aller bien, alors qu'on sait quand même qu'il y a un plan B. Et qu'il y a un moment où il faut quand même un peu switcher d'une attitude plus curative et avoir le courage de le dire au patient. Et c'est très dur, c'est très très dur. Et ça s'apprend quand même un peu. Et c'est dans cette idée-là de cristalliser. Alors bien sûr que après j'ai hésité parce que comme vous je disais mais au fond c'est un plan AB parce que les deux devraient être faits en même temps, mais après ça ne veut plus rien dire. Donc je vous rejoins tout à fait sur le principe. On devrait l'appeler AB puis qu'en fait il n'y a pas de différence parce que ça fait partie du plan A. Mais je dirais que c'est juste pour imager un peu plus que ce plan B il est quand même très négligé dans notre façon de vouloir sauver la personne qui est en face de nous et d'avoir de la peine à aborder ça et personne n'ose aborder ces thèmes-là. Voilà. Encore 2 questions. Et après on arrête. Moi, j'ai la sensation que si toute cette question des effets que les patients souhaitent, qu'on appelle adverses et pas secondaires, pour ne pas les laisser de côté, si on incluait en oncologie depuis le départ, que ça devient, la réadaptation oncologique devient une partie intégrante de l'oncologie, des soins oncologiques, mais pas comme une option de luxe, peut-être que cette intégration du médecin généraliste, mais surtout aussi de la personne, parce que qui assure ce continuum, c'est aussi la personne. Et dans ce sens, je ne pense pas que le dossier électronique du patient, c'est la panacée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'électronique, il faut quand même se rappeler, mais il a quand même le mérite de la clé de ce dossier, c'est quand même le patient. Et donc je pense qu'il faut imaginer des solutions où ce continuum doit inclure le patient, parce que c'est la continuité de sa vie, et toute solution qu'on doit penser doit inclure cette pensée-là.
Je vous remercie, je crois que je n'ai pas de commentaires à faire, j'abonde dans votre sens. Oui, bonjour. Entre Berne et Genève, il y a le canton de Fribourg. Donc, je m'appelle Frédéric Fournier, je suis le responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs Voltigo à Fribourg. Et puis juste un petit partage d'expérience. C'est vrai, en termes de soins palliatifs et de support, souvent ce qui est essentiel vraiment, c'est quel est le projet, qu'est-ce qui est important de la personne et quel est son projet, puis comment est-ce qu'on peut le construire là autour. Ça paraît une lapalissade, mais quand les soins palliatifs font peur, parce qu'on a peur d'en parler, quand on est avec qu'est-ce qui est important pour vous, et si l'envie c'est de rester le plus longtemps possible à la maison, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais on a vu les statistiques, l'idée de dire, eh ben là peut-être effectivement une équipe mobile peut contribuer à ça, ça ouvre sur d'autres choses, et c'est juste différent que de parler de la mort, et vous parlez de la mort, vous voyez comment. Et je pense que là, il y a un aspect dans la définition vraiment de ce projet commun. On suit à peu près 14% des décès du canton de Fribourg, tous décès confondus, on a plus de 800 situations par année. 80% des situations, on a une intervention de moins de 3 mois quand même. Donc on intervient quand même toujours relativement tardivement. Néanmoins, on voit l'impact, effectivement, parce qu'il y a énormément de problèmes qui peuvent mettre à mal le fait, et le lien avec le médecin traitant est essentiel. Qui c'est qui va être là? Qui on peut contacter? Qui accepte de travailler la nuit? Toutes ces questions-là sont posées. Et bien sûr qu'il y a un transfert de charges financiers qui est impressionnant, on n'en a pas parlé, mais là aussi, il y a des tas d'éléments qui peuvent mettre des grains de sable dans le souhait d'une personne de pouvoir rester chez elle le plus longtemps possible. Et pour nous, le rôle du médecin traitant est essentiel, comme celui de l'oncologue, et on a vraiment une chance de travailler en partenariat avec l'oncologie, et puis de retisser aussi ces liens avec les médecins traitants, parce que sans eux, à domicile, je suis désolé, on ne fait rien. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir peut-être souligné quelque chose que j'ai mal décrit, le plan B étant justement d'apprendre aux médecins de définir le projet de vie du patient. Et je trouve remarquable, il y a un petit ouvrage qui est sorti d'une infirmière en soins palliatifs du Valais qui s'appelle Instant de vie et qui est pourtant palliatologue, donc elle est spécialiste en soins palliatifs et elle parle bien de ces instants de vie. Et je trouve que moi, si j'ai du plaisir à faire des soins palliatifs, c'est justement parce que j'ai l'impression que dans ce suivi de patients qui pourtant sont en fin de vie, j'ai rarement eu une telle intensité de vie à les accompagner. Je pense que tous ceux qui le font ont cette expérience, qu'on s'intéresse tellement aux choses essentielles de la vie, que c'est ça qui rend le projet et le plan B beau, parce que ça devient un projet de vie et pas un projet de mort. Et je crois que c'est très, très important, et c'est ça que j'aimerais partager avec mes collègues dans ces formations que nous ferons avec l'équipe des soins palliatifs, pour apprendre aux médecins de faire, même en fin de vie, un projet de vie. Voilà.